Bonjour à toutes. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà vu dans le titre, on va parler d'un sujet un petit peu particulier, ou en tout cas qu'on va aborder d'un point de vue vraiment peut-être différent de ce qui se fait d'habitude. En tout cas, ça va pas être en dessous de la ceinture ni quoi que ce soit, rassurez-vous. C'est vraiment pour parler plutôt du sens profond que l'on peut donner à l'anatomie féminine et de tout ce que l'on peut tirer comme conclusion et comme belles images en fait, juste en voyant la différence physique entre l'homme et la femme. Puisque comme vous le savez, donc hommes et femmes sont différents. On partage notre nature humaine et en tant que telle, voilà, on a la même dignité, mais on n'est pas identiques. Voilà, il y a des différences physiques, psychologiques, des hormones qui ne sont pas dosées de la même façon, beaucoup d'autres différences. Mais aujourd'hui, voilà, on va vraiment se concentrer sur cette particularité physique la plus basique, on va dire, cette différence, pardon, la plus basique qui est la différence physique. On va voir aujourd'hui tout ce que l'anatomie féminine a de particulier, qui la distingue de l'homme, et tout ce que l'on peut en tirer, en tirer comme conclusion sur beaucoup de plans. Et vraiment, je trouve ce sujet passionnant. Et je m'inspire d'un article écrit par Laure sur le fabuleux blog Le Secret de Marie. Je vais vous mettre le lien de son article dans la description. C'est un super blog qui a vu le jour il y a peut-être 2 ou 3 mois maintenant. Enfin, c'est un jeune blog sur lequel j'écris une chronique tous les 15 jours. La chronique rayonne. Et il y a vraiment plein de pépites sur ce blog, donc je vous invite à aller le voir. Et en particulier cet article de Laure, où elle parlait justement de l'anatomie féminine et de tout ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion. J'ai vraiment trouvé ça magnifique, donc je le répète, je m'appuie vraiment sur son article. Je vais vraiment essayer de vous retransmettre un peu ce qu'elle a écrit voilà, parce que j'ai trouvé que le sujet était passionnant et elle a su mettre des mots sur beaucoup de choses que j'avais déjà pressenties, on va dire. Donc la première différence physique entre l'homme et la femme, c'est bien le fait que les organes génitaux de la femme sont intérieurs, contrairement à ceux de l'homme qui sont extérieurs. Là, je vais vous citer une phrase de Laure. « Tout le système reproductif est ainsi protégé au cœur du corps de la femme comme un bien précieux qui ne doit pas être abîmé. » C'est vraiment, voilà, on protège le mystère de la vie. La deuxième leçon que l'on peut en tirer aussi du fait que le système reproductif de la femme soit à l'intérieur de son corps, c'est cette capacité d'accueil, cette faille dans son corps qui peut à la fois accueillir un autre, donc l'homme, et en même temps accueillir la vie lors d'une grossesse éventuelle. Et donc on voit bien que le corps de la femme est à la fois accueil de l'autre et don de la vie. Il y a vraiment une double finalité, pour ne pas dire usage, mais en tout cas voilà, il y a vraiment cette dualité qui est très intéressante dans le corps de la femme. Deuxième différence entre l'homme et la femme, alors peut-être qu'on ne voit pas physiquement, mais c'est le fait qu'ils ne soient pas soumis à la temporalité. On va dire que à la même temporalité plutôt. L'homme est plus ou moins fertile tout au long de sa vie, alors que, à partir de la puberté, alors que pour la femme, on va dire qu'elle est fertile seulement une fois par mois. On va dire pour les cycles où tout se passe bien chez les femmes qui n'ont pas de problèmes spéciaux. On va dire qu'elle est fertile seulement quelques jours par mois, et ce, de la puberté à la ménopause. C'est pas jusqu'à sa mort, c'est pas jusqu'à ses 120 ans, c'est voilà, pour un temps, on va dire, un temps limité. Et en plus, sa fertilité, on le sait, la fertilité de la femme est surtout très très forte pendant quelques années. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est entre 20 et 25 ans, ou 22 ans et 27 ans, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est vraiment à vérifier. En tout cas, il y a vraiment un nombre d'années limité où la femme est vraiment en pleine fertilité. Donc on voit bien
qui a chez la femme voilà, une alternance entre les périodes fertiles, les périodes infertiles, c'est un cycle. Et au cours de chaque cycle, le corps se prépare pour une potentielle grossesse. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts et dans plusieurs articles. Le corps tout entier de la femme est tourné vers la maternité, qu'on le veuille ou non, que l'on soit féministe ou non, que la femme soit stérile ou non. D'ailleurs, il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou des femmes célibataires, même les religieuses. Toutes les femmes ont cette maternité qui est inscrite au cœur même de leur corps, et leur corps leur rappelle à peu près tous les mois. Et donc ça, c'est vraiment très très beau. Après, chacune vit la maternité de façon différente. Les femmes stériles peuvent aussi adopter des enfants. Les religieuses, c'est une maternité, on va dire, beaucoup plus surnaturelle, beaucoup plus spirituelle. Les femmes célibataires aussi peuvent vivre leur maternité d'une autre façon et s'épanouir d'une autre façon. Par exemple en étant marraine, tout simplement, ou même dans certains métiers comme institutrice ou infirmière. Bref, tout ça pour dire que le corps tout entier de la femme est vraiment tourné vers cette maternité et que la temporalité va s'arrêter chez la femme au bout d'un an, j'en ai parlé, c'est la ménopause. En plus, c'est cyclique, alors que chez l'homme, on va dire, c'est un peu plus une ligne droite qui ne subit pas trop d'aléas finalement. Et donc la notion de finitude est beaucoup plus inhérente à la femme, généralement. Elle va davantage sentir un peu le temps qui passe, qui la presse par rapport à son désir de maternité, mais aussi de façon plus globale. Et donc on voit aussi le problème des féministes qui essayent justement de reléguer cette maternité au second plan. Et en fait je dis féministe, mais bon, c'est aussi de façon générale, vu le lavage de cerveau que l'on subit, ce que toutes les femmes, ce que beaucoup en tout cas de femmes pensent, c'est que la maternité, je sais pas trop comment le dire, mais est un peu un accessoire comme un autre. C'est un plus si on le veut, quand on le veut. Et voilà, ça fait partie de la vie comme, je sais pas, hein, comme acheter un super objet de luxe ou comme trouver la maison de ses rêves, voilà, avoir un enfant, avoir la voiture de sa vie. Enfin, voilà, c'est un peu c'est mis sur un plan très matériel, la maternité, et c'est souvent repoussé du coup pour en faveur d'autres choses que l'on préfère, je sais pas, sa carrière, sa relation de couple ou peu importe. Et donc il y a beaucoup de femmes qui laissent la maternité vraiment en second plan, qui étouffent ce désir de maternité en elles et finalement qui se réveillent quand il est bien trop tard, quand voilà, elles ont 40 ans, 45 ans, que justement leur fertilité a beaucoup baissé, que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un enfant. Alors je ne dis pas que toutes les femmes sont appelées à tomber enceinte dès 18 ans, à avoir 15 enfants, ni quoi que ce soit, c'est pas du tout le sens de mon propos. C'est plutôt, même si on ne devient pas mère physiquement, c'est admettre tout simplement et reconnaître ce désir de maternité en nous, et puis le laisser s'épanouir et s'accomplir d'une façon ou d'une autre finalement. Et c'est de cette façon-là finalement que la femme sera la plus heureuse. Évidemment, ça se manifeste de différentes façons en fonction voilà, de toutes les situations, mais voilà, il ne faut pas étouffer ce désir en nous, je pense. Je reprends un peu le fil de l'article de Laure qui nous parle ensuite des règles de la femme, qui est quelque chose donc qu'on ne peut pas contrôler, cet écoulement de sang qui arrive à peu près tous les mois, pour justement, une fois que le corps a compris qu'il n'y avait pas de bébé pour qui on devait préparer un petit endroit tout chaud et tout confortable pour qu'il se développe. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas vraiment. Et la femme doit accepter à travers ça, doit accepter de ne pas pouvoir toujours tout maîtriser. Elle doit accepter de voir certaines choses lui échapper et de devoir finalement respecter le rythme que la nature lui impose. Et voilà, que tout n'est pas de son choix à elle. Et voilà, il faut avoir un certain abandon et une certaine confiance dans la nature et savoir faire corps avec elle finalement. Et Laure conclut son article en rappelant le rapport charnel que la femme entretient avec la vie. Donc je vais vous citer le dernier paragraphe de l'article tout simplement, parce qu'il est vraiment très beau. La femme a donc un rapport charnel particulier à la vie. Elle la transmet dans son corps et par son corps. Elle a également un rapport charnel à l'amour. Il devient cher en elle. Elle a un rapport charnel au temps. À travers son corps rythmé, la femme a des relations vivantes au temps.
son rapport charnel se retrouve également dans le don de son corps dans la relation conjugale et dans la maternité dans laquelle le don de son corps est total. Enfin, la femme s'expérimente comme soumise à son corps et au temps. Elle a un rapport charnel à la démaîtrise et à la finitude. Fin de la citation. Donc voilà, ça résume bien ce côté voilà, où la femme ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler. Elle doit aussi apprendre à accepter de ne pas tout contrôler. Ce rapport à la finitude aussi, le fait que voilà, on n'est pas fertile toute sa vie, ni tout le temps. Ce cycle, ce don de soi, ce don de son corps, voilà, cet accueil de la vie et toutes ces choses vraiment magnifiques que l'on peut voir rien qu'en regardant comment est fait le corps de la femme, comment il fonctionne et son cycle, tout simplement. Alors, quelles leçons on peut tirer de tout ceci ? Déjà, je pense qu'en tant que femme, il est vraiment important de prendre conscience de toutes ces spécificités pour mieux les recevoir et mieux les vivre. Parfois, on ressent certaines choses et on ne sait pas trop pourquoi, ou on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et en fait, en comprenant tout ça, je pense qu'il est beaucoup plus facile après d'admettre les choses, de mieux les vivre, de les vivre de façon plus positive et d'en tirer vraiment le meilleur. Et d'ailleurs, si vraiment vous voulez mieux connaître et donc mieux vivre votre cycle féminin et tout ce qui va autour, ou alors si vous êtes un homme, mieux comprendre celui de votre épouse par exemple, je vous invite vraiment à lire les ouvrages de Gabrielle Viala, je vous les mettrai en barre d'infos aussi. On voit vraiment à travers ces ouvrages voilà, la magnifique complémentarité de l'homme et de la femme. Et voilà, elle insiste bien, c'est aussi ce que je pense, c'est que les différences entre l'homme et la femme doivent être source de communication, d'échange. Et c'est ainsi que l'homme et la femme vont s'enrichir mutuellement finalement et apporter quelque chose au monde, chacun avec sa spécificité, plutôt que d'essayer d'être la copie de l'autre ou d'être dans une sorte de concurrence un peu malsaine et qui vraiment fait du mal. Et on le voit déjà, on le voit très bien dans la société aujourd'hui où hommes et femmes sont constamment mis en concurrence, opposés. Et voilà, ça détruit et l'homme et la femme et forcément la société. Alors de toutes ces considérations autour de l'anatomie féminine, du cycle de la femme, etc., on peut vraiment tirer des conséquences pratiques, j'allais dire, au niveau du vêtement. On va en parler puisque c'est le cœur du sujet, c'est le cœur même du sujet de Femme à part. Et donc, on voit bien l'importance, après avoir écouté tout cela, après avoir lu tout cela, que le vêtement doit vraiment protéger cette dignité de la femme et le trésor de la vie qu'elle peut porter en elle. La modestie, on peut dire, a un double rôle. C'est celui de voiler, de préserver ce qui est intime, de protéger. Mais c'est aussi le rôle de dévoiler, de révéler la beauté de la femme et la beauté du mystère de sa maternité, tout simplement. De même que l'endroit même où une vie se conçoit est caché et voilé est à l'intérieur de la femme. De même, la femme, de façon générale, doit être voilée, on va dire, avec le voile de la modestie et de la pudeur. C'est finalement ce qui va redonner ses lettres de noblesse à la femme et la rétablir dans sa dignité. Autrefois, c'était vraiment, désolé du terme, mais c'était vraiment les prostituées qui se dévoilaient, qui s'extériorisaient, qui montraient leur corps presque tout entier à tous. C'était vraiment une déshumanisation de leur corps. Elles étaient réduites finalement à être juste de la chair. Et alors maintenant, à l'heure actuelle, on va dire, toutes les femmes ou presque s'habillent finalement de cette façon-là. Et c'est là que c'est vraiment horrible et on se rend compte que la femme n'a presque plus aucune estime pour elle-même. Tout le monde connaît l'anatomie de tout le monde. Rien n'est caché, rien n'est laissé à l'intimité, rien n'est protégé sous le voile de la pudeur. Donc, évidemment, quand je parle du voile de la pudeur, c'est imagé. Ce n'est pas un voile qui cache ou qui étouffe, comme par exemple une burqa. C'est plutôt un voile qui met en valeur, qui concentre le regard sur le visage de la personne, qui peut être considéré comme le miroir de l'âme. C'est un voile qui révèle aussi la beauté de la femme, qui dévoile par exemple ses formes féminines, par exemple sa taille, mais tout en restant pudique. Donc on voit à la fois la féminité, la beauté, mais toujours avec dignité, modestie, respect de la femme. On peut
on peut révéler, entre guillemets, révéler les formes féminines, comme la taille par exemple, sans pour autant être vulgaire dans des tenues qui sont moulantes ou qui sont décolletées. La femme peut vraiment être mise en valeur sans pour autant être coincée, laide, vulgaire, ni séductrice. Il y a vraiment un juste milieu. Elle peut être belle en restant vraiment femme et en étant à la fois humble et à la fois rayonnante en fait. Et par rapport à tous ces sujets, pour les applications concrètes dans le vêtement, vous trouverez plein d'informations et de conseils sur le blog, donc sur Femme à part, femmeapart.com, le lien est en barre d'infos de toute façon. Mais en tout cas, voilà, ce podcast c'était vraiment pour vous encourager à comprendre et au moins à penser, même si vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que je dis dans ce podcast ou sur le blog, mais essayez vraiment de réfléchir à toutes ces choses qui sont liées, qui sont logiques, qui finalement sont tellement belles. Alors oui, c'est exigeant. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont exigeantes, surtout dans le monde actuel qui ne nous tire vraiment pas vers le haut. Donc on a l'impression d'être encore plus à part, encore plus, on va dire, mis de côté de la société quand on fait certains choix. Mais je vous assure que ce n'est pas le cas et qu'une femme qui est vraiment féminine, élégante et tout en restant modeste est vraiment beaucoup plus respectée. Je parle de mon expérience personnelle, mais aussi de tous les témoignages que je reçois et qui vont dans ce sens. Tous les efforts que de ces femmes qui m'écrivent, tous les efforts qu'elles ont fait sur leurs vêtements, leur attitude, tout ce à quoi elles ont pensé et qu'elles ont essayé de mettre en pratique dans leur vie, elles ont toutes vu des changements, une évolution très positive et pour elles-mêmes et pour leur entourage, leurs collègues, leur famille, etc. Donc c'est vraiment, ce ne sont pas des choses qu'on devrait prendre à la légère, il y a un sens à tout ça et je trouve que justement quand on regarde un petit peu cette anatomie féminine et qu'on voit rien qu'en observant ce point particulier, quand on voit toutes les leçons qu'on peut en tirer, tout ce dont on peut parler, tout ce que ça nous inspire au niveau de notre féminité, de notre beauté, de notre rapport avec le temps, de notre rapport à l'amour, de notre rapport avec notre corps ou avec ceux qui nous entourent. Je trouve que c'est vraiment magnifique et il faut vraiment pas passer à côté de toutes ces belles choses et il faut essayer de vraiment respecter le rythme de la nature, mais aussi ce que la nature nous a donné. Voilà, la beauté au naturel, ça j'en parle très souvent. Le fait de se mettre en valeur, mais sans se déguiser pour autant. Et tout en ayant ce désir d'être abandonné. On ne peut pas toujours tout maîtriser, tout contrôler. Cet abandon, cette humilité aussi. Et c'est vrai que, je le redis, tout ça c'est vraiment très exigeant, mais je pense qu'en même temps c'est le chemin vraiment de la vraie liberté et de la sainteté aussi tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, à le commenter sous la vidéo, pourquoi pas m'envoyer aussi vos témoignages et vos réactions par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je vous dis de toute façon à la semaine prochaine.